La pénombre est reposante. Il y a une vingtaine de lits autour du mien. Je me réveille. J'ai la tête lourde, les bras ankylosés et une forte nausée. Doucement, très doucement, je descends la main le long de mon corps. La main droite, parce que celle de gauche est occupée par la perfusion. La main droite descend et atteint l'entrejambe. Quelle déception! Je ne peux rien identifier. Je ne sens qu'un gros amas de compresses et de sparadrap. Madame, vous allez bien? Quelqu'un vient de se pencher au-dessus de moi. C'est une infirmière de la salle de réveil de l'hôpital Tenon à Paris. Puis, la traditionnelle question, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de douleur? 7. Oui, c'est douloureux. Elle me relie à une pompe à morphine. Je sors d'une opération de près de 3 heures. Une fée, ma chirurgienne Sarah, une jeune femme de 36 ans, a fait de moi ce que la nature a raté, ce que la nature a mal programmé. Je suis né fille par mon esprit et garçon par mon corps. D'un coup de baguette magique, plus précisément de bistouri, et d'une multitude de gestes délicats, la fée Sarah m'a donné le corps que j'attendais depuis des décennies. Exactement comme la bonne fée de Cendrillon et sa citrouille devenue carrosse, la mienne a transformé pénis et testicules en vagin et clitoris. Lorsque je découvre mon nouveau corps pour la première fois, eh bien, je m'effondre de bonheur. Petit malaise d'émotion. Ce 13 février 2019, je viens de naître. 13 février 2019, premier jour du reste de ma vie. Premier jour du reste de ma vie féminine. Mon corps et mon esprit sont enfin réunis. J'envoie ce faire-part à toutes mes connaissances, famille, amis, ex-collègues, confrères, consoeurs. Je vous regarde. Et si dans vos yeux, je pense pouvoir lire de la bienveillance, je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, il y a de l'incompréhension, surtout chez les hommes. Allez, soyez honnêtes, vous êtes nombreux à vous demander pourquoi cet individu sur scène a-t-il décidé de renoncer à tous les super pouvoirs masculins? Un pénis? Une virilité? Une barbe? Une autorité patriarcale? Pourquoi avoir quitté la caste des maîtres du monde? Pourquoi s'être fait modifier ses organes génitaux pour rejoindre ce pauvre sexe faible? C'est incompréhensible. Après cette annonce, j'ai reçu des centaines de messages, tous bienveillants, souvent adorables et touchants, exactement comme après la sortie de mon livre et les dizaines d'interviews et de reportages qui ont suivi. Mais le plus remarquable, c'est qu'ils étaient quasiment tous signés de la main d'une femme. Et les hommes dans tout ça? Discussion avec Jennifer, la psychologue de l'hôpital Tenon. Nous arrivons à cette conclusion. Pour la plupart des hommes, ce refus de la virilité est incompréhensible. Qui plus est, en se faisant amputer de son phallus, ce symbole de la puissance masculine qui domine encore ce monde. C'est le syndrome de la castration. Et cela peut conduire à une transphobie violente. Insultes, moqueries, coups, licenciements, divorce, suicide. Vous en avez certainement entendu parler. Le suicide de cette jeune lycéenne de Lille, rejetée par sa famille, vivant en foyer d'accueil, et à qui la direction du lycée refusait de venir en jupe. En décembre dernier, elle a préféré quitter ce monde qui lui refusait de vivre sa vie, qui lui refusait d'être elle-même.
Sa vie n'aura duré que 17 ans. J'en suis encore bouleversé. Vous ne le savez certainement pas, mais la population trans est celle qui est la plus confrontée au suicide. Les études médicales sont formelles. 10 fois plus de risques de suicide. Un tiers des personnes trans confrontées à une tentative de suicide. 4 fois plus de risques de dépression que dans la population globale. Et je peux vous l'avouer, je rentre parfaitement dans ces chiffres. Pourtant, je vous le demande, qu'avons-nous fait pour mériter cela ? Pour beaucoup, la transidentité, c'est un phénomène de mode, c'est une lubie, c'est un caprice, c'est une maladie. Eh bien non. La transidentité, c'est tout simplement une souffrance. Une souffrance que l'on n'a pas cherchée, que l'on n'a pas demandée, mais qui nous est tombée dessus le plus souvent à notre naissance. Il était une fois un petit garçon. Oui, c'est moi, avant. C'est mon histoire. Mais vous allez voir, cette histoire diffère peu de celle de Lily, Sacha ou Stella, que vous avez peut-être suivies ces derniers temps dans d'excellents reportages ou documentaires diffusés à la télévision. Ces petites filles de 7-8 ans, nées garçons, racontent une histoire semblable à la mienne, une histoire semblable à la plupart des personnes trans. Les deux seules différences, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la transidentité et qu'on écoute les enfants. Ce n'était pas le cas il y a plus de 60 ans, lorsque j'ai vu le jour à Calais, là-haut, dans le Pas-de-Calais. Dès 4 ans, je vais à l'école, une des rares écoles publiques mixtes des années 60. 4 ans, 5 ans, ce sont les âges où l'on prend conscience de son appartenance à son sexe. Et là, pour moi, il y a un truc qui cloche. Je me sens bien avec les filles de ma classe, mais surtout, j'aimerais être comme elles. J'aimerais être elles. Alors non, j'aime pas les jeux de garçons, le foot, les bousculades, les cris. Dans la cour de récréation, on me harcèle. On se moque de moi. Ouh, il est amoureux. Non, je ne suis pas amoureux des filles. Je suis envieux et triste de ne pas être comme elles. 4 ans, 5 ans, 6 ans, ce sont les âges où l'on commence à s'affirmer et à se construire. C'est ce que je vis avec mon petit-fils de 5 ans. Mais pour moi, c'est impossible. Je ne parviens pas à me situer par rapport aux autres, mais surtout par rapport à moi-même. Je me referme sur moi-même et sombre dans une hyper-timidité, une hypersensibilité et une profonde mélancolie. Pas d'amis. Je n'ose parler à personne, ni même me rendre seul dans un magasin. Ma famille, très croyante, m'envoie au catéchisme. Et tous les soirs, il y a obligation à faire sa prière au petit Jésus. Et tous les soirs, c'est la même prière. Petit Jésus, fais que je sois une fille. Bon, il me faudra attendre plus de 50 ans pour être exaucé. Et je vous l'annonce, pas par Jésus. En attendant, j'essaie de faire passer un message. Un jour, je dois avoir une dizaine d'années, avec ma petite sœur, nous empruntons les bas de notre mère. Quel plaisir de me sentir fille. Sous l'œil amusé de maman, nous déambulons ainsi dans l'appartement jusqu'à l'arrivée de notre père, un homme sévère. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu me retires ça immédiatement, les petits garçons ne portent pas de bas. » Bon, le message n'est pas passé, il faut dire qu'il était totalement inaudible. Mais ce sera pour moi ce que j'appellerai plus tard mes sas de survie. Passionné de photographie, j'ai installé un labo photo dans une petite pièce inutilisée. Personne ne peut venir m'y déranger. J'emprunte régulièrement des affaires de ma mère et durant des années, mon labo photo sera le témoin discret de mes instants féminins. Le plus dur, ce sera à l'adolescence. Le plus dur, mais aussi un virage dans ma vie.
Au lycée, grâce à mes camarades de classe, qui sont comme des grands frères, grâce aussi au soutien de ma mère, beaucoup moins de mon père, je plonge dans l'univers de la musique. Je deviens batteur dans un orchestre qui se produit souvent en public, qui enregistre des disques et qui animera même, eh oui, un congrès porte de Versailles à Paris. Je m'ouvre aux autres, je prends confiance en moi, je me lance dans une suractivité démesurée qui ne me quittera jamais. En fait, elle me permettra de tenir, même si, je vous l'avoue, plusieurs fois, j'aurais envie d'en finir. Lycéen, puis étudiant, eh bien c'est l'époque des attirances amoureuses. Mais dans mon esprit, tout se mélange. Suis-je un garçon? Suis-je une fille? Ou suis-je un monstre? Je me regarde dans le miroir et je me déteste. J'ai plus d'amis féminines que d'amis masculins. Mais ma vie amoureuse est un désastre, inexistante. J'ai 20 ans et j'ai 2 objectifs dans ma vie. Être journaliste et fonder une famille. Au hasard d'un reportage pour l'école de journalisme que j'ai intégrée à Lille, je rencontre une jeune étudiante en pharmacie. Belle, intelligente et dynamique. Bon, vous l'avez deviné, elle deviendra ma femme. La femme de ma vie, elle l'est toujours. Je suis tellement heureux que j'abandonne mes sas de survie féminin. Christine est enceinte de notre premier enfant, puis du second. Grossesse, accouchement, je les vivrai par procuration. Intérieurement, je souffre. Je souffre de ce qui représente encore aujourd'hui pour moi le plus grand manque de mon existence. Ne pas avoir pu donner moi-même la vie, la plus belle réalisation qui puisse exister. Seule une femme a ce pouvoir, le plus grand pouvoir au monde. Et je rebascule dans mes sas de survie. J'ose même enfin sortir femme. Alors, je ne dis pas en femme, parce que vous pourriez croire que je me travestis. Non, le travestissement, c'est lorsque je suis habillé en homme, selon les codes de mon sexe de naissance. Il me faut attendre l'arrivée d'Internet et de Google pour enfin mettre un mot sur ma souffrance intérieure. Transidentité. Ouf, je ne suis pas un pervers ni un monstre, je suis trans. Toutefois, je découvre que le transsexualisme, comme on dit à l'époque, est encore considéré comme une déviation sexuelle et une maladie mentale. Est-ce que vous vous rendez compte que si j'avais tenu cette conférence il y a 10 ans, 10 ans, ça n'est pas vieux, eh bien, il y a 10 ans, vous auriez eu en face de vous une malade mentale. Bon, je ne pense pas que vous m'auriez passé la camisole de force, mais vous auriez pu me considérer comme un cas psychiatrique. Il faut en effet attendre 2012 pour que la notion de maladie mentale soit retirée de la transidentité en France. Et l'OMS ne le fera qu'en 2019. Il y a 2 petites années. Le chemin a été long. Donc, je ne suis pas folle. Mais je vais faire ma crise de la cinquantaine. Oh, pas celle à laquelle vous pensez peut-être. Non, moi je me dis que je suis plus près de la fin que du début de ma vie. Et non, je n'ai pas envie de la finir dans ce corps qui n'est pas le mien. Ok, sauf que pour avancer, il me faut en parler aux personnes qui m'entourent, que j'aime et sans qui je ne pourrais pas vivre. J'ai peur. J'ai lu de nombreux témoignages de couples qui se sont séparés, de familles qui ont explosé après avoir appris la transidentité du mari, du père, du frère. Finalement, après de longues discussions,
des pleurs, des colères. Tu m'as trahi, tu m'as menti. Ma femme comprend ma souffrance et décide de me soutenir. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, me dit-elle. Ouais, merci pour le pire. Christine est merveilleuse. Nos enfants aussi. Le week-end, je peux enfin être femme sans me cacher. La semaine, c'est différent. Je n'ai pas le courage d'affronter ce monde professionnel dans lequel on ne parle jamais de transidentité. Avec de grands moments dépressifs, j'attendrai donc la retraite pour être enfin moi-même tous les jours. Quelque temps avant de quitter l'un des plus beaux postes de ma vie professionnelle, je débute le parcours médical avec une formidable équipe hospitalière de la PHP à Paris. Traitement hormonal qui m'offre de jolis petits seins, puis vaginoplastie. Mais ne pensez pas que tout est alors réglé. Je subis la terrible épreuve du mégenrage. Le mégenrage, c'est ce supplice lorsque certains prennent un vicieux plaisir à vous appeler monsieur sur la foi de vos papiers d'identité. Pourtant, ils ont une femme en face d'eux et on leur a expliqué la situation. La pire des humiliations, c'est lorsque cela se produit en public, dans une salle d'attente par exemple. Et oui, il me faut encore attendre de longs mois avant que le changement d'état civil soit validé par un tribunal. Puis encore de longues semaines avant le changement de l'acte de naissance. Puis encore de longues semaines avant de recevoir enfin une carte d'identité, un passeport, puis une carte vitale avec le bon prénom et le bon sexe. Maintenant, vous avez en face de vous une femme heureuse. Une femme heureuse d'avoir son corps qui correspond à son esprit. Et tout cela reconnu officiellement. Je vais vous faire une confidence. Avant, je ne savais pas sourire. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me souris. En fait, je commence à m'aimer. Et vous? Oui, et vous? Peut-être, à un moment de votre vie, avez-vous décidé ou déciderez-vous de la prendre à bras le corps, de mettre votre vie en accord avec vous-même, avec vos passions, avec vos valeurs, avec qui vous êtes exactement au fond de vous-même. Mon histoire est universelle. Qui que nous soyons, vous, moi, avons droit au bonheur d'être soi-même. Je vous remercie.